Eh bien, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Nous espérons que tout va bien chez vous. Donc, pour ma part, je suis Eric Bonnem, fondateur de Secret Planet. Comme vous le savez, nous sommes basés à Lyon et nous proposons des expéditions, des voyages d'aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek, Expedition Unlimited pour les expéditions polaires et à haute altitude et Saiga avec des voyages nature en lien avec la préservation de la biodiversité. Donc, à partir du mois de juin, nous partons sur un rythme un peu plus relâché et nos webconférences auront lieu donc tous les 15 jours contre toutes les semaines depuis début mars. Et donc, dans 15 jours, nous recevrons Bernard Muller, un des grands guides de haute montagne français avec lequel nous travaillons d'ailleurs sur notre ascension de l'Everest. C'est un guide donc qui officie depuis près de 40 ans et nous aurons avec lui un entretien sur sa vie d'alpiniste et sur sa vision des expéditions en haute montagne de nos jours. Donc vous pouvez déjà retenir le rendez-vous du jeudi 11 juin de 18 à 19 heures. Mais pour l'heure après notre webconférence avec Marc Deusier, ses secrets de photographe la semaine dernière, nous allons retrouver Aymeric Fisset, grand voyageur et fondateur de la maison d'édition Transboréal. Donc Aymeric est quelqu'un qui nous est particulièrement cher, à moi en particulier, puisque c'est en lisant les livres de sa maison d'édition que dans les années 90, alors que j'étais dans une autre vie professionnelle, mais déjà passionné d'expédition, je me suis dit que je dédierais un jour ma vie à cet univers de l'aventure. Et donc depuis, j'ai eu la chance de fonder Secret Planet. Bonjour Aymeric, comment vas-tu ? Bonjour Eric, très bien, très bien. Oui, c'était avec Ungalak, je crois. Avec Ungalak, absolument. Ouais. Démarré, oui. Voilà. Ungalak de Kim Hafez, et c'est le nom d'une marque maintenant que vous avez à Tamera. Exactement, qu'on a développé, et je te remercie encore du fond du cœur. Voilà. Donc, nous allons passer en fait un entretien qui a été réalisé avec Aymeric, donc par un de nos collègues qui s'appelle Damien, ici chez Secret Planet. Donc, c'est un entretien rare, parce que je suis pas certain qu'Aymeric se livre si fréquemment que ça, riche d'une philosophie d'un homme qui baigne dans le monde du voyage depuis sa jeunesse et qui en a vu les facettes à travers ses propres voyages, comme vous le découvrirez ou comme vous le savez peut-être déjà, et le prisme de centaines d'auteurs qu'il a publiés, tous plus talentueux les uns que les autres, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc pendant cet entretien qui dure à peu près 30 minutes, vous pourrez poser toutes vos questions à Aymeric, que moi je reprendrai à la fin de cet entretien. Donc pour ce faire, l'onglet questions est à votre disposition. Merci d'utiliser celui-ci, donc il se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez l'onglet chat aussi pour échanger comme chaque semaine avec les autres participants, donc visible de tous. Et puis je vous rappelle que pour les prochaines fois, c'est le navigateur Chrome qui se prête le mieux pour suivre nos webconférences. Voilà, la qualité est un peu meilleure. Lors de l'entretien, si le son ne se met pas en place automatiquement, il faut cliquer sur l'écran pour déclencher le volume sur votre ordinateur. Voilà, donc on va lancer cet entretien et moi je vous dis, et Aymeric, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors moi, j'étais un adolescent en lutte contre son milieu familial. J'étais très marqué aussi par mes lectures sur la mythologie qui m'intéressait beaucoup, sur la géographie, sur les explorateurs. Et donc, assez vite, j'ai souhaité m'affranchir par le voyage de mon milieu, de la France, etc. Dès l'âge de 13 ans, je partais en forêt de Chevreuse avec un sac à dos plein de pommes de terre pour m'endurcir. Et puis, j'étais bachelier assez jeune, à 16 ans, et à 17 ans, j'ai eu l'occasion de partir pour une mission humanitaire à la frontière khmero-thaïlandaise. C'était au moment de l'afflux des réfugiés cambodgiens. Et donc, pendant 6 mois, j'ai servi là-bas une association française qui s'appelait Hôpital sans frontières. Et j'ai continué comme ça en Ouganda, au moment de la famine au Karamoja, pour le tremblement de terre en Algérie, à El Asnam, et puis pour l'hôpital français de Djamena. Voilà. Mais c'est des missions humanitaires qui ne m'ont pas du tout satisfait parce qu'on était toujours dans des circonstances très particulières de guerre ou de famine. Et ma foi, la relation que j'établissais avec les personnes n'était pas celle que je souhaitais. C'était une relation qui était faussée. Parce que nous, les Blancs, les Occidentaux, on avait tout. On avait les passeports, on avait de l'argent et on était face à des personnes très démunies. Donc, sitôt de retour de ces actions humanitaires, j'ai souhaité
retourné en Afrique. Je suis allé pour un certain nombre de découvertes, d'opérations, et puis ensuite j'ai joint à l'armée française où j'étais sous-lieutenant parachutiste. Je suis retourné aussi en Afrique, et au sortir de 6 années de voyage qui n'en étaient pas vraiment, je me suis dit, il est temps maintenant de voyager comme tu le veux, et c'est là que je suis parti à pied à travers l'Europe pendant 2 ans. Voilà, 2 années de marche à travers l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud, où jour après jour, j'en ai fait qu'à ma tête, et où mon seul souci, c'était de comprendre un peu les pays où j'étais, les situations que j'ai rencontrées, de nouer des liens avec les habitants. Au sortir de ces 2 années, j'avais rencontré 250 familles en Europe, et ma foi, ça a été une expérience forte et déterminante, puisqu'ensuite, j'ai souhaité poursuivre les voyages. Je me suis rendu en Inde pendant 2 ans et demi, j'ai voyagé en Asie du Sud-Est à pied pendant un certain nombre de mois, puis très vite, j'en suis venu à m'intéresser à la Sibérie, à l'Alaska, et j'ai passé finalement 2 ans et demi en Alaska, que j'ai traversé à pied, en kayak, à la rame, à ski, à l'aide de chiens de traîneau. Puis il y a eu beaucoup d'autres voyages, mais disons, voilà, ça a été les voyages les plus marquants, ceux que je vous ai racontés à l'instant. Tout simplement parce que la marche, c'était un mode de déplacement très simple, qui reposait sur mon désir, sur l'effort que je fournissais, et qui me donnait beaucoup de satisfaction en termes de rencontres, d'observations. D'ailleurs, lorsque je suis allé jusqu'en Inde à vélo pendant 2 ans et demi, eh bien, j'ai pu constater que si le vélo était vraiment relativement facile, permettait d'emporter beaucoup de bagages, eh bien, en aucun cas, je n'arrivais à observer autant de choses qu'à pied. Voilà. Et la relation à pied était parfois faussée par le fait que les gens ne croyaient pas que j'étais arrivé à pied jusqu'à eux. Lorsque vous êtes à vélo, on sait que vous êtes arrivé à vélo. Lorsque vous êtes à pied, vous avez pu débarquer d'un bus, etc. Mais il y a une chose qui est formidable dans le voyage à pied, c'est que lorsque vous avez effectué votre journée de marche, eh bien vous vous arrêtez à l'endroit où vous êtes fatigué. Il n'est pas question pour vous de faire 10, 20 ou 30 km de plus. Vous avez fait vos 35 km. Voilà, vous allez vous arrêter là, dans ce village que vous ne connaissez pas, chez ces gens ou auprès de ces gens que vous ne connaissez pas. Et en fait, le voyage à pied fait surgir des circonstances imprévues. Alors que lorsque vous êtes à vélo, par exemple, vous pouvez très bien, s'il pleut le matin, ne partir qu'à midi et être à 100 km à 20 heures le soir, à 100 km de là, être tenté de rallier la ville parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut vous y attendre, parce qu'il y a un camping, parce qu'il y a un hôtel. Lorsque vous êtes à pied, vous êtes vraiment en prise avec les éléments et en prise avec la réalité, et vous ne la choisissez pas. C'est la réalité qui vient à vous, c'est vous-même qui affrontez en permanence la réalité, que ce soit la météo, que ce soit les rencontres, les lieux isolés. Voilà, et c'est ce qui me plaît aussi. Moi, je n'aime le voyage que si je ne sais pas où je vais dormir, qui je vais rencontrer, ce que je vais manger. Si je sais ces choses-là, ça ne m'intéresse pas de voyager, autant rester chez soi. Le voyage, et notamment à travers la marche, m'a permis de mieux comprendre ce qu'était mon milieu, ce qu'était la France, et de me réconcilier aussi avec ma famille. Je n'étais pas fâché avec ma famille, mais disons avec des choses que je reprochais au mode de vie de ma famille. Voilà, me réconcilier avec mes amis, etc. Je ne partage pas toutes les orientations actuelles de la société française, loin de là. Mais effectivement, lorsqu'on fait un peu le tour du monde, lorsqu'on va voir ailleurs, eh bien, on peut aussi mieux considérer le milieu dont on vient et peut-être mieux le comprendre. Voilà. Bah, en solitaire, tout d'abord, parce que ça s'est présenté comme ça. J'étais quelqu'un qui était un peu en rébellion. Donc, ça s'est exprimé par le fait que j'ai voyagé en solitaire. Ensuite, dans mes voyages, effectivement, je souhaitais réellement être en immersion. Par exemple, je n'écoutais pas de musique. J'avais pas des écouteurs dans les oreilles pour écouter de la musique. Je n'avais pas de livres de la littérature française, par exemple. Je n'avais que des livres du pays dans lequel je me trouvais, parfois traduits, hein, mais je lisais des livres du pays dans lequel je me trouvais, je lisais les journaux du pays dans lequel je me trouvais, etc. Mon désir, c'était vraiment de m'immerger. Et d'ailleurs, dans mes voyages, jamais personne de ma famille ou de mes amis n'est venu me rendre visite. Parce que pour moi, ça aurait été nuire à l'immersion que je souhaitais réaliser. J'ai effectivement fourni à chaque fois des efforts linguistiques qui n'étaient pas forcément des efforts majeurs parce que parfois je n'ai pas séjourné assez longtemps dans les pays, mais de fait, lorsque vous êtes seul et que vous êtes à pied, vous êtes souvent évidemment à la campagne et au bout d'une semaine, 2 semaines, vous connaissez déjà le rythme des principales questions. Par exemple, en Turquie, memleket, d'où viens-tu, memleket, mine en arabe, bon, c'est le même mot, apopouistésis en grec. Je veux dire, c'est une des questions qui surgit dès le départ. Donc celle-là, même si vous, dans les 3 premiers jours, vous savez que c'est, grosso modo, on veut savoir quelle est votre nationalité. Donc vous mémorisez celle-là, ensuite on va vous demander quel est votre métier. Alors si vous êtes en Turquie, vous répondez gazeteci, bon, etc., journaliste, bon.
Et puis on va vous demander si vous êtes marié, donc les questions reviennent toujours de la même manière. Ensuite, on va vous offrir un thé, donc vous allez savoir que le mot chai, il est quasiment universel. Voilà, en fait, au bout de 3 semaines dans un pays, lorsqu'on y voyage seul et qu'on est souvent hébergé au contact avec les populations rurales, eh bien on acquiert 50, 100, 150 mots qui servent tout le temps et qui font qu'on ne parle pas la langue, mais on commence à comprendre un certain nombre de choses. Et puis si on y reste plus longtemps, et ça a quand même été souvent le cas, et bien à ce moment-là, effectivement, on acquiert davantage. Mais bon, je n'ai jamais réellement parlé la langue d'un pays dans lequel j'étais. Peut-être en Grèce seulement. Là, j'ai fait un gros effort pour apprendre le grec moderne. Mais dans l'ensemble, c'était juste des bribes de mots. C'est baragouiner, ça veut dire être capable de demander le pain et le vin. Je baragouinais bien. Alors le danger, ce qui m'est apparu, c'est qu'il venait souvent des hommes, et pas des hommes ordinaires. Il venait souvent de la police et des militaires. Voilà. Notamment au Proche et au Moyen-Orient, effectivement, ou même au Vietnam, par exemple. Le danger venait souvent des forces paramilitaires ou des militaires. À la frontière entre la Syrie et la Turquie, des militaires m'ont vraiment cherché des noises et ont quasiment ouvert le feu. Au Yémen, des militaires ont voulu, des policiers ont voulu contrôler mon passeport, mais j'ai trouvé que ça ressemblait fort à une embuscade. Et j'ai fui, ils m'ont tiré dessus. Bon, voilà. Pour moi, le danger, il est essentiellement humain, et il est essentiellement du côté des militaires ou des forces paramilitaires. Maintenant, il est bien évident que lorsqu'on voyage seul, et notamment dans les régions du Grand Nord que j'ai un peu fréquentées, on se met souvent en danger. Alors, le plus grand danger, c'est la traversée des rivières à la nage. Ça, c'est quand même quelque chose qui est dangereux, où on risque de perdre son bagage, où on risque de connaître une hypothermie, où on risque d'être trop fatigué pour prendre pied sur la rive en face. Voilà. Le froid, le blizzard, bon, tout ça, ce sont des conditions périlleuses. Et surtout, lorsqu'on voyage seul, là où il n'y a ni route ni piste, le danger le plus important, c'est sans doute de se fouler la cheville ou de se casser la jambe. Voilà, là, il faut être particulièrement vigilant. La plus grande traversée que j'ai faite, entre 2 points habités, c'était 6 semaines de marche seule. Il est bien évident que si au bout d'1 semaine, j'avais été en difficulté, notamment en me cassant la jambe, il aurait fallu que j'attende 5 semaines de plus pour qu'on commence des recherches à mon sujet. Et encore aurait-il fallu qu'on me retrouve dans l'immense zone que je comptais traverser. Ça, c'était en Alaska. C'était dans ce qu'on appelle la chaîne de Brooks. Donc, c'est la partie nord de l'Alaska. Et la chaîne de Brooks est une des chaînes montagneuses les plus vides de population au monde. Je ne suis pas du genre à avoir très peur. Voilà. Parfois, c'est un peu rétroactif au sens où les circonstances se sont enchaînées très très vite. Et là, effectivement, sur le moment, par exemple, dans la chaîne de Brooks, j'ai cru être attaqué par un loup. En fait, j'ai cru être attaqué par un chien, plus exactement. Mais comme il n'y avait personne dans la zone, rétrospectivement, j'ai compris que c'était un loup. Et c'était un loup qui était pris dans une sorte de piège. Voilà. Je suis passé à quelques mètres de lui. Donc effectivement, j'ai eu peut-être un moment de frayeur, mais c'était tellement rapide que j'ai même pas pu analyser la situation. Il y a eu un ours brun qui m'a chargé une fois. Donc là, j'avais un magnum avec moi. Et j'ai commencé à tirer pour l'arrêter. Il s'est arrêté à 15 mètres de moi. Voilà. Alors là, j'ai eu peur parce que dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai dormi, en fait, sous la tente. Parce que là, il y a eu quand même un choc. Je suis passé à l'eau à travers la banquise fragile du détroit de Bering à plusieurs reprises. Donc, il faisait moins 45 à l'extérieur. Mais c'est pas vraiment de la peur. C'est juste qu'on est en danger. Il faut réagir instantanément pour faire face au danger. Voilà. J'appellerais pas ça de la peur. Le dépassement, il venait de facto au sens où moi, je m'étais assigné un but qui était, par exemple, dans le cadre de mon 2e voyage à travers l'Alaska, de rejoindre le détroit de Bering. À partir du moment où je me suis assigné ce but, tout ce qui va venir entre mon point de départ, qui était Seattle, et ce but, le détroit de Bering, eh bien, va nécessiter une certaine forme de dépassement de soi. C'est pas le dépassement de soi qui est recherché en tant que tel, mais j'ai dû apprendre à faire du kayak de mer, ce que je n'avais jamais fait. Très vite, puisque j'ai démarré fin janvier, dès début de février, j'étais dans des vagues d'1,50 m de hauteur. J'ai chaviré à plusieurs reprises, donc j'ai dû apprendre à remonter dans le kayak. J'ai pagayé jusqu'à 24 heures d'affilée. Voilà, c'était pas des choses que je recherchais en elles-mêmes, mais auxquelles j'ai dû faire face parce que j'avais choisi de rallier le détroit de Bering. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans le cadre de ces voyages, ce qui m'a procuré beaucoup de joie, c'est la contemplation des paysages. Il y avait une joie énorme à voir les panoramas, à voir la succession de la végétation, etc. Et je pense que c'est un de mes moteurs. Un de mes moteurs, c'est vraiment la contemplation des paysages, atteindre des points hauts, embrasser l'horizon et me dire, ben voilà, demain je serai là-bas.
et après-demain, on ne voit même pas le point où je serai après-demain, quoi. Et ça procure une grande joie de savoir que c'est à la seule force de sa volonté, de ses mollets, qu'on arrive effectivement à traverser tous ces espaces qui paraissent infinis au début, quoi. J'essaie toujours de lire un peu avant sur les pays. J'essaie d'avoir de la documentation lorsque je suis sur place. Et puis, j'essaie aussi de lire au retour. Il est très, très difficile, une fois le voyage effectué, de se souvenir de ce qu'on savait au départ, de ce qu'on a appris en route. Si vous voulez, au bout de quelques années, tout ça forme un tout. Probablement, j'en savais très peu au départ, et davantage encore en route, et puis encore davantage au retour. Voilà. Je prépare pas tellement tous les aspects techniques qui ne m'intéressent pas, au sens où j'estime que si j'ai mûri le projet, si j'ai mûri l'idée, eh bien la technique va suivre. Et de toute manière, mes moyens ne sont pas énormes, donc mon kayak ne va pas venir de France, je vais l'acheter sur place. Mes chiens de traîneau ne vont pas venir de France, ils vont être achetés sur place. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est une improvisation continue, d'autant plus importante que très souvent, je suis en retard sur la saison. Et lorsqu'on est en retard sur la saison, et notamment dans les régions septentrionales, eh bien souvent on est obligé de passer l'hiver et de changer ses projets. Voilà. Moi, ce qui me plaît, encore une fois, c'est vraiment le fait que j'ai un objectif. Je ne suis pas un clochard, un vagabond. Je sais où je vais. Mon objectif, il peut être lointain, mais il est très clair sur la carte. C'est généralement un détroit, c'est une montagne, c'est un cap. J'ai cet objectif en tête et je vais tout mettre en œuvre pour l'atteindre dans un délai raisonnable. Voilà. Mais tout ce qui va se passer entre le point de départ et le point d'arrivée, je ne le connais pas vraiment. Et c'est pour ça que ça me plaît. Alors, d'abord, moi, j'ai des très bons souvenirs d'Afrique. J'ai passé pas mal de temps en Afrique centrale pour différentes missions, raisons. Et j'avais vraiment un souvenir très fort de l'Afrique, où je ne me suis pas vraiment déplacé à pied, hein, même si j'y étais officier parachutiste un temps. Mais des ambiances, de la musique, des sourires, de la bière locale, voilà, notamment au Zaïre, ce qui s'appelait autrefois le Zaïre. Maintenant, dans les pays que j'ai traversés par mes propres forces, par les différents moyens de locomotion évoqués tout à l'heure, il est certain qu'il y a un peu un voyage à caractère initiatique parce qu'il est tout nouveau. C'est le voyage à travers l'Europe qui a duré 2 ans, comme je l'ai dit. Parce que là, effectivement, c'était mon premier grand voyage. Et jour après jour, j'ai fait moi-même cet itinéraire. Je n'en ai fait qu'à ma tête pendant 2 ans et c'était marquant. D'autant que c'était le moment où Gorbatchev, le pouvoir de Gorbatchev commençait à s'estomper, et à l'Est, notamment dans les pays de l'Est, on assistait à un certain nombre de phénomènes nouveaux. Mais face à l'effort, à l'imprévu, pour ce qui est de la découverte, ce qui a été le plus fort, c'était quand même en Alaska, où j'ai fait 3 voyages, mais deux voyages longs. C'était là où les choses ont été les plus fortes, les plus intenses, puisque je devais à la fois connaître la faune et la flore, pour me protéger de la faune, pour éventuellement trouver ma subsistance dans la flore, et puis aussi rencontrer les Indiens, les Inupiats, donc les Esquimaux du nord de l'Alaska, les Inuits, les Esquimaux de la mer de Bering, et puis les Aléoutes de la péninsule d'Alaska. Donc là, ça a été vraiment très fort, d'autant que j'ai hiverné dans un village indien, et lors du 2e voyage, j'ai hiverné dans un village esquimau. J'ai dû apprendre les chiens de traîneau aussi, j'ai dû apprendre, comme je l'ai dit, à faire du kayak. Donc il est sûr que ces 2 grands voyages d'1 an et d'1 an et demi à travers l'Alaska ont requis de moi un grand nombre de savoir-faire, un grand nombre de connaissances, un sens de l'observation assez fort. Et donc, en ce sens, c'était des voyages plus intenses, voilà, peut-être que tous les autres que j'ai entrepris. Maintenant, dans tous les pays, il reste des souvenirs marquants, et c'est souvent des gens. Un souvenir que je raconte dans mon petit livre qui s'appelle L'ivresse de la marche, c'est le souvenir d'un lieu en Finlande, dans le nord de la Finlande, où je suis arrivé au mois de mars à ski. C'était une clairière, il y avait juste une sorte d'isba. Et à l'époque, je venais d'entrer en Finlande, donc je parlais pas du tout le finnois. Je connaissais pas de mots de finnois. Et en plus, j'étais assez souffrant à cause du pain noir que je mangeais là-bas. Et il y a un couple âgé qui m'a ouvert la porte, et il était 15 heures, il faisait quasiment déjà nuit. Et on a commencé à parler, on était à 68 degrés nord, on a commencé à parler, chacun dans sa langue, et on se comprenait. On avait tellement de choses à se dire, parce qu'on avait passé tout l'hiver tout seul, et puis moi, j'étais aussi isolé. Donc chacun parlait dans sa langue, et finalement, toute la soirée, on a réussi à échanger. Et puis à la fin de la soirée, il n'était pas question que je reparte dans la neige, et ils m'ont simplement proposé leur lit. J'ai dormi entre eux deux.
Alors, je vous rassure, ils ne se sont pas mis en pyjama. Là-bas, en Finlande, l'hiver, hein, on enlève ses bottes et puis on s'étend sur une peau de renne et puis voilà. Mais voilà, j'ai dormi entre deux et c'était un souvenir incroyable, magique. Je voyage beaucoup moins, d'abord parce que depuis 20 ans, je suis éditeur. J'ai voyagé en compagnie de Julie Bock, notamment au Kamtchatka et dans l'Altaï. Mais malheureusement, en 2011, Julie Bock a été tuée dans un accident dans l'Altaï, qui n'était pas de mon fait, qui était un Russe, qui était fautif. Et évidemment, ça a considérablement altéré mon rapport au voyage. Et par ailleurs, l'évolution contemporaine, notamment en termes d'environnement, etc., m'oblige un peu à revoir ma position. Au sens où, moi j'ai déjà pas mal voyagé, beaucoup voyagé, je ne m'estime plus vraiment le droit de prendre un avion pour aller quelque part si j'en ai pas un désir fou. Voilà. Parce que vous le savez comme moi, l'avion engendre beaucoup de nuisances. Et puis parce qu'aussi le tourisme mal conçu, et j'espère que c'est pas le cas à Tamera, mais le tourisme mal conçu peut engendrer aussi beaucoup de perturbations économiques, donc écologiques, économiques, voire des perturbations sociales. Quand j'étais en 1988 en Égypte, où j'ai passé 5 mois, j'étais à vélo à l'époque, eh bien j'étais effaré de voir que lorsque je traversais le Nil à bord d'une felouque, lorsque j'étais à vélo, hein, eh bien ça coûtait plus cher à Luxor, à Assouan, que partout ailleurs en Égypte. Ça veut dire que le paysan qui travaille à Luxor va payer plus cher et donc il va très vite arriver à la conclusion suivante qu'il ne peut plus vivre en cultivant la terre, qu'il vaut mieux qu'il travaille avec les touristes. Voilà, donc les perturbations économiques liées au tourisme sont fortes et moi j'en suis à un stade où je préfère mûrir mes voyages, en faire moins et puis réfléchir de manière générale sur le voyage, sur l'évolution de la planète et c'est pourquoi là je vous parle depuis l'Aveyron. Voilà, depuis une abbaye en Aveyron que j'espère avec ma femme Christine pouvoir bientôt reprendre pour établir un centre de formation sur les questions environnementales et sociétales. Alors je ne délivre pas aux autres le droit de voyager, hein, parce que je comprends que les jeunes aient envie de voyager, je comprends qu'un grand nombre de personnes aient besoin de s'abstraire de leur milieu, de leur pays, etc., pour découvrir d'autres réalités. Je pense en tout cas que tout le monde aurait intérêt à mieux réfléchir aux destinations qu'il se fixe, voilà, parce que effectivement le tourisme de masse, le tourisme mondialisé engendre beaucoup de perturbations. L'idéal, ça serait d'arriver à voyager plus longtemps, et je pense que ce qu'il faut surtout, parce qu'il y a plein de personnes qui sont étant engagées dans la vie professionnelle, donc 4 semaines de vacances maximum, ce qu'il faut surtout, c'est que le voyage réponde à un véritable désir, qu'il ne soit pas un désir de flamber auprès de ses voisins et de ses amis, voilà, en disant j'ai été voir les hommes fleurs, les Mentawai, mais qui correspondent à un désir. Si les Mentawai, par leur mode de vie au sein de la forêt, par leur pharmacopée, etc., sont capables de vous apporter quelque chose, vous, au moment où vous envisagez le voyage, oui, allez voir les Mentawai. Si c'est maintenant ajouter les Mentawai à votre palmarès ou simplement se dire oh, bah, c'est sympa les Mentawai parce qu'on en parle, ça n'a aucun sens. Et donc oui, ce qu'il faut, c'est mûrir les destinations qu'on choisit, mûrir le désir qu'on a, arriver à analyser en fait ses motivations. Est-ce que je vais là-bas parce que ça répond à quelque chose d'ancien en moi, ça répond à des lectures, ça répond à des connaissances, à des questionnements que j'ai, voilà. Ou est-ce que c'est juste pour frimer et faire un pays de plus, voilà. Quand j'étais adolescent, je m'intéressais quand même beaucoup aux livres. J'avais des livres de la Pléiade, j'ai lu Toumir Seriad, qui est un historien des religions. Bon, je lisais quand même beaucoup et beaucoup d'essais aussi sur l'ethnologie. Triste Tropique, évidemment, Jean Mallory. Donc j'ai toujours aimé les livres, j'en ai toujours eu pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas juste le livre en tant que tel, c'est aussi produire le livre. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir avec un auteur sur un titre, sur un sous-titre, sur une image de couverture, sur la construction du récit. Ça m'intéresse aussi de corriger les textes, choisir des photos avec les auteurs, etc. Tout ça m'intéresse. C'est-à-dire d'une masse qui existe, mais qui n'est pas forcément destinée à un public, faire quelque chose qui atteint un public, c'est-à-dire réfléchir avec l'auteur, et c'est ça l'éditeur, c'est quelqu'un qui réfléchit avec l'auteur pour faire en sorte que son œuvre, qu'il a faite dans son coin, puisse rejoindre un public, puisse trouver un débouché commercial, et donc des lecteurs. Voilà. Et c'est une démarche qui m'intéresse beaucoup. Donc je me suis pris au jeu, et puis malheureusement, lorsqu'on met le petit doigt dans l'engrenage de l'édition, comme fondamentalement on publie des livres, on a des dettes, on doit rembourser les dettes, etc. On peut jamais s'arrêter, on espère toujours tirer le bon numéro, avoir un livre qui se vend à 300 000 exemplaires et pouvoir s'arrêter pendant un an, mais on ne peut jamais s'arrêter. Donc voilà.
Alors en fait, Transboréal, ça remonte à mon deuxième voyage à travers l'Alaska. Donc j'avais créé une société pour commercialiser mon premier livre dans les pas de l'ours. Puis j'ai travaillé pour France 3, j'ai fait un documentaire pour France 3, j'ai publié un livre chez Flammarion. Mais en 1998, déçu par France 3 et par Flammarion, j'ai décidé de développer la maison d'édition pour republier dans les pas de l'ours. Et là, j'ai fait appel à des amis. J'ai publié 2 albums, un sur le Spitzberg, un sur les îles des 40e, et puis un récit sur la descente du Yukon en canoë. Déjà, ça nous a ancrés très vite dans le Grand Nord, ou moins dans les contrées excentrées, le Grand Sud, etc. Et j'ai développé sur l'idée du voyage au long cours. Donc, des gens qui se sont investis par rapport à une région, soit parce qu'ils en ont rêvé enfant, soit parce que leur grand-père en provenait, soit parce qu'ils ont été marqués par un film, par un livre, que sais-je. Donc des gens qui, très souvent, ont traversé des régions entières par leur propre force, leur seul désir, qui souvent étaient solitaires. Parfois, il y a aussi des navigateurs qu'on a publiés, etc. Et voilà, ça fait 20 ans que je développe la maison d'édition sur le thème du voyage au long cours. Transboréal, c'est le nom qu'un ami a trouvé à la suite d'une grande séance de remue-ménage au moment de la création de la société. Un ami qui s'appelle Vincent Vignon, qui est un spécialiste des loups et des cervidés. Et c'est lui qui a trouvé ce mot, et tout le monde a immédiatement dit c'est très bien, ça, c'est du mouvement, c'est parfait. Et c'était au moment où moi je partais en direction du détroit de Bering, donc ça collait assez bien. Alors nous avons plusieurs collections. La collection d'albums a été arrêtée, mais nous avons la collection de récits de voyage contemporains Sillage qui perdure. Il y a 50 titres à ce jour. Nous avons en 2008 fait une collection d'essais, donc de réflexions sur le voyage, Petite philosophie du voyage, qui comporte 50 titres. Et puis en 2014, j'ai lancé la collection Voyage en poche, qui comporte aussi 50 titres. Voilà. Donc il y a dans ces 3 collections, les 3 collections principales, il y a 50 titres actifs. Et l'idée à Transboréal, c'est d'incarner toutes les formes de voyage. C'est-à-dire qu'on ne va pas publier que des gars qui sont à pied, à vélo, etc. Par exemple, j'ai publié 2 récits de voyage à moto. C'était Éric Lobo qui a fait 2 tours du monde à moto. On veut incarner toutes les formes de voyage. Les voyages lointains, les voyages de proximité, les voyages culturels, les voyages sportifs, les voyages humanitaires. Bon, ça, malheureusement, on n'a pas grand-chose sur le sujet. Mais voilà, on ne peut pas juste publier des choses qui ressemblent aux premiers auteurs qu'on a publiés. Voilà. De manière générale, on était beaucoup sur les lointains, hein, le Grand Nord, le Grand Sud, pas mal sur l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est. Mais dernièrement, on a ouvert un peu à l'Australie. On a 2 titres sur l'Australie, on en prépare un 3e. On a pas mal de choses sur l'Amérique du Sud. On va ouvrir sur l'Amérique centrale. Voilà, on n'a pas de choses de prédilection. Ce qu'on veut juste, c'est avoir des textes qui apportent des connaissances à la fois culturelles, géographiques, ethnographiques, et puis qui proposent un parcours de voyageurs. Compagnon de route, j'en suis très fier. Ce sont 2 auteurs de Transboréal qui sont directeurs artistiques qui nous ont aidés à créer cette collection. C'est une collection de biographies. L'idée, c'est de trouver des voyageurs ou des auteurs qui, à un moment donné de leur vie, ont été passionnés par un personnage. Ce personnage, ça peut être un voyageur, mais ça peut être un écrivain, ça peut être un chanteur. Par exemple, on a publié la biographie de Vysotsky. Ça peut être un réalisateur, on a publié celle de Kubrick. Voilà. Et qui sont capables donc de nous en parler de manière chaleureuse. Parce que finalement, la rencontre pour eux de ce personnage a été déterminante. Pendant un certain moment de leur vie, ils se sont sentis en connivence, en interaction avec ce personnage. Et voilà, malheureusement, on n'a que 10 titres à l'heure où je vous parle. Heureusement, il y en a 2 autres qui arrivent. Donc, c'est une collection qui se constitue très lentement. Et pour certains titres, on en a passé en poche aussi. Voilà, on a énormément travaillé sur cette collection. On a beaucoup cogité autour de cette collection, mais elle ne connaît pas encore le développement attendu. C'est aussi dû au fait que Transboréal n'est pas connu pour ses biographies. Voilà, on est connu pour le voyage. Et d'une manière générale, on a du mal à sortir du cadre qu'on s'est assigné au départ. Et on avait fait la collection d'albums photographiques qui s'appelait Vision. Là, on a fait une 20aine de titres au fil des années. Je vous le dis, on avait commencé par le Spitzberg, les îles des 40e. On a fait un album sur la Patagonie, sur le Baïkal, qui va reparaître d'ailleurs, qui était avec Sylvain Tesson et Thomas Guasque. Vraiment sur la Birmanie avec Jérôme Cottry, tout à fait. C'est une collection que j'aimais beaucoup. Malheureusement, le regard sur la photographie, le regard photographique a beaucoup changé. Et finalement, on se rend compte que aujourd'hui, avec l'abondance des images, nos albums avaient un peu plus de mal à se vendre. Et très souvent, et c'est un tort vraiment, je pense, actuel, très souvent, les gens, lorsqu'ils regardaient les images, se disaient « Ah oui, celle-là, on l'a faite aussi, là, on y était ». Les gens réagissent sous forme de reconnaissance de l'image, et finalement, l'image n'est pas une source de connaissance. Et ça me semble particulièrement gênant. Et donc, cette collection a été plus ou moins abandonnée, même si on a ressorti plusieurs autres livres photographiques depuis, notamment en coédition avec une maison d'édition de Bordeaux qui s'appelle Elitis. Et c'est d'ailleurs avec Xavier Mouginet d'Elitis que j'ai contribué activement à recréer des librairies de voyage.
Donc nous avons recréé avec Benoît Albert, le gérant actuel, la librairie de voyage La Géothèque à Nantes, avec Magali Briocel, la librairie de voyage La Géosphère, qui était les 5 continents, à Montpellier. Et là, figurez-vous qu'on recrée quelque chose sur Bordeaux, lié au voyage. Alors en fait, ça fait des années que je fais en tant que libraire, avec Marc Allot, le salon du tourisme de Colmar, voilà, le SITV. À ce salon, nous avons rencontré une grande lectrice qui s'appelle Rachel Koller, que vous connaissez bien. Rachel venait chaque année sur le stand et passait 1 heure, 1 heure et demie et achetait des dizaines de livres. Et l'année suivante, on lui posait des questions. Mais alors, on la reconnaissait. Mais alors, Rachel, qu'est-ce que vous avez lu? Ça vous a plu? Elle nous en parlait, des livres. Et puis un beau jour, Rachel m'a dit, mais il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer, c'est Eric, qui dirige maintenant l'agence Tamera, que je connaissais avant. Pas Eric, mais l'agence. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Eric. Il est venu nous voir à Paris. Il a été très enthousiaste. C'était vraiment au début de sa reprise de l'agence. Voilà, il nous a proposé de mettre en ligne effectivement les livres de notre librairie sur le site de Tamera. Et puis il se trouve que Jérôme Cottery est un de nos auteurs. Voilà, on a proposé plusieurs fois des rencontres avec certains auteurs, certains sujets. Marc Allot est intervenu aussi dans le cadre de Tamera. On a participé une fois à la fête annuelle de Tamera. Voilà, et de fil en aiguille, eh bien, on se suit et on prend des nouvelles et on a plaisir à se voir. Voilà, nous sommes maintenant engagés sur un vaste projet qui effectivement rajoute une énorme charge de travail. L'idée donc, c'est de reprendre sous forme de bail amphithéotique une abbaye immense qui se trouve au sud de Rodez en Aveyron, qui appartient à l'évêché de Rodez. C'est une abbaye qui comporte un domaine de 180 hectares de forêt, qui est au fond d'une combe, une abbaye cistercienne qui a 852 ans. Et l'idée, eh bien, c'est de la rénover intérieurement pour pouvoir accueillir de septembre à mai 50 étudiants donc, qui viendraient étudier les questions environnementales et sociétales, comment les choses sont interconnectées, comment finalement les gestes que l'on pose ont une influence évidemment sur l'environnement, comment l'environnement dans lequel on vit influence le mode de vie que parfois on subit ou que parfois on se crée. Voilà, c'est toutes ces questions complexes qui font toujours la une de l'actualité qu'on aimerait pouvoir proposer et pour lesquelles on aimerait pouvoir proposer des réponses à ces étudiants. Et puis, il y aurait au mois de juin un cycle court et une ouverture au public, les jours fériés, les week-ends, et puis en juillet et août. Donc, l'avantage, c'est que cette abbaye étant immense, on peut envisager non seulement la présence de 50 étudiants à l'année, mais aussi la présence d'auditeurs libres, la présence d'un lieu de vie d'accueil pour mineurs migrants non accompagnés, mettre en place des artistes et des artisans qui viendraient vivre ici, travailler ici. Voilà, donc c'est tout un immense projet sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Et depuis le 1er août dernier, nous habitons l'abbaye même. Là, on est dans la contractualisation du bail. Ensuite, il y aura beaucoup de travaux. Donc, on espère en septembre 2023 pouvoir commencer vraiment le cycle. Mais dès cette année, il y a des choses qui vont commencer. Par exemple, il y a une étude sur l'eau qui va être faite, très importante, pour pouvoir produire de l'électricité, pour pouvoir récupérer toutes les eaux pluviales, puisqu'on a 10 000 m² de toiture, pour pouvoir récupérer plus de sources et de captage, puisque les cisterciens avaient mis ça en place. Puis il y a une jeune femme qui va commencer à planter des plantes aromatiques et médicinales. Donc il y a énormément de choses qui vont commencer. Là, on a entrepris l'année dernière de nettoyer toute l'abbaye, l'intérieur. Cet été, on va continuer à nettoyer l'extérieur, à débroussailler, à remonter des murets. Donc en fait, bon, ça nous occupe tous les jours. D'ailleurs, sitôt que je vous quitte, je pars dans le parc, là, et pendant 2 heures, 2 heures et demie, on va poursuivre un peu l'entretien. Tous les jours, on en fait un petit peu. En juillet et en août, comme l'année dernière, nous faisons des chantiers participatifs. Donc des personnes viennent ici, alors on cherche que les majeurs, hein, pas de mineurs, et puis nous aident. On essaie de faire en sorte que ces personnes viennent une semaine, on leur propose de venir une semaine, parce qu'il faut vraiment entrer dans l'ambiance du lieu, c'est un lieu immense. Voilà, une semaine c'est bien. On travaille de 8h à 13h le matin, sur le parc, sur les murets, partout. Et puis l'après-midi, on essaie de visiter les sites de l'Aveyron, on fait des animations, parfois il y a des échanges de talents, parfois il y a des personnes qui prennent la parole pour raconter un peu ce qu'elles ont pu faire, etc. Voilà, donc s'il y a des gens parmi vous qui veulent venir, on demande juste que les personnes qui viennent adhèrent, c'est 10 € l'adhésion, et on loge les personnes et on les nourrit, voilà, gracieusement. Donc, mais bon, il faut bosser de 8h à 13h tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui arrive là, parce qu'on fait l'interview en plein confinement, doit nous amener à réfléchir. Et la réflexion, c'est de voir la mondialisation, voir ce qu'elle nous a apporté là, très récemment, ce qu'elle nous apporte à travers le coronavirus. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir, il ne faut pas rester chez soi. Le confinement va cesser, heureusement, on pourra repartir, on pourra revoyager, très bien. Mais vraiment réfléchir au sens qu'on met derrière tout ça.
et à poser des actes qui aient du sens, quoi. Voilà. Il ne faut pas engendrer des perturbations majeures en termes économiques, en termes environnementaux, parce que tout simplement, on a le désir de se rendre au bout du monde. Il faut que ce désir soit ancré, soit profond, et que finalement, parce qu'il est ancré, parce qu'il est profond, le contact avec d'autres populations, avec d'autres paysages, avec d'autres circonstances, va nous permettre de revenir enrichis et de partager ça avec d'autres. Cette réflexion qu'il faut mener. Eh bien, bon, quel entretien dense, n'est-ce pas? Merci Émeric encore et merci à Damien. Bon, donc on a beaucoup de commentaires en fait et beaucoup de questions. Alors d'abord, moi je suis assez enthousiaste par deux témoignages, écoute, qui rejoignent celui que je faisais en introduction. Je disais que tu m'avais inspiré dans ce projet-là qui est nous Lead Secret Planet. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Jean-Marc qui donne une petite anecdote. J'étais libraire dans les années 80 et j'avais livré une palette du livre dans les pas de l'ours à la maison d'édition de Monsieur Fisset. Il m'avait offert le livre et quelques temps plus tard, je partais en Alaska pour faire le trek de la Chilkoot Trail. Merci Émeric de me faire partager la passion du voyage. Et alors un deuxième, c'est quand même assez exceptionnel. Une personne qui habite la rue, c'est ça? Alors il y a une personne qui habite la rue, non? Et puis il y a Alexandre. Attendez, parce que là je suis à Paris, là je suis à Paris aujourd'hui. Ouais. Oui, absolument, à la librairie. Et donc Alexandre qui dit, ce n'est pas une question, je ne lisais jamais et je n'étais pas très actif. Après la lecture de votre traversée de l'Alaska, je me suis mis à lire et surtout à faire du sport. Je me suis mis à courir. Aujourd'hui, je fais des triathlons. Et à chaque moment difficile et de souffrance, je pense à vous seul au milieu de l'Alaska. Et je me dis que si vous n'avez pas abandonné seul au milieu de rien, je ne peux pas abandonner. Vous m'avez montré que la volonté est plus forte que tout. Merci d'avoir changé ma vie. C'est quand même dingue, hein? Ah oui, j'ai pas vu celui-là. Bon, très bien. Non, mais j'étais dans les questions. Les questions, c'est un peu mon endroit secret où il y a quoi qui, voilà, peut pénétrer. Bon, écoute, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, beaucoup de passion, d'inspiration. Donc, pas mal de questions autour de tes voyages, autour de alors, tes aptitudes physiques, et du financement de tes voyages, en fait. Alors, est-ce que, bon, déjà, oui, tu devais être en forme, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute, et tu l'es d'ailleurs toujours autant. Et comment tu finançais tes voyages? Alors, pour les financements, c'était simple, hein. Je suis toujours parti dans des circonstances simplissimes. Le tour de l'Europe, je suis parti de chez moi, de Meudon, et je suis rentré à pied à Meudon, après 13 000 km à pied. Donc, en fait, ça ne me coûtait pas très cher. Ceci dit, mon budget était parfois amputé par la visite des musées, par l'achat de matériel photo et de pellicules photographiques. À l'époque, c'était de la Kodachrome, ça coûtait assez cher. Voilà, il est évident que dans le cadre, par exemple, d'un voyage que j'ai fait en Terre d'Ellesmer avec Emmanuel Husnet, là, il y avait un kayak, il y avait du matériel, donc tout de suite, il fallait être déposé sur une île isolée. Tout de suite, le voyage coûte beaucoup plus cher. Et ça m'a été financé par un article pour un magazine. Très souvent, je partais sur mes propres deniers, et puis au retour, je faisais des conférences. Ces conférences n'étaient pas payantes, mais les gens laissaient, le chapeau passait, les gens laissaient de l'argent, achetaient les livres. Et puis, je faisais des articles, tout simplement. Et à l'époque, la publication de photos rapportait quand même pas mal d'argent dans le cadre d'articles. Le texte, lui, n'était pas du tout valorisé, mais il est évident qu'aujourd'hui, les articles ne rapportent plus rien, donc on ne pourrait pas procéder de la même manière. Voilà. Le voyage en Alaska, le premier voyage qui a duré 1 an, eh bien, m'a été intégralement remboursé en quelque sorte par un article dans Géo. Donc c'était le bon vieux temps. Voilà. Pour ce qui est de l'entraînement physique, moi, je ne suis pas un grand sportif, hein. J'ai toujours eu les pieds plats. Bon, j'ai quand même réussi à faire mon service militaire. Je n'ai pas été réformé du fait de mes pieds plats. Mais voilà, je ne suis pas un grand sportif. Voilà, je suis capable de marcher, je suis capable d'endurer beaucoup. Effectivement, quand c'est une souffrance que je m'impose, un effort que je m'impose, je suis capable d'endurer beaucoup. Et puis après, eh bien, c'est la ténacité. Et puis, le voyage paraît extraordinaire lorsqu'on en parle, mais en réalité, si vous passez 2 ans et demi à rouler vers l'Inde à vélo, eh bien, vous avez passé 2,5 fois 365 jours. Et chaque jour est une mini-épreuve ou une immense joie, comme on veut. Et donc, c'est l'accumulation qui fait qu'on arrive effectivement physiquement à relier 2 points par ses propres forces. Mais en réalité, chaque journée est facile d'une certaine manière. Alors, pour aider à mieux comprendre un peu la personne, dans l'humanitaire, tu faisais quoi? Parce qu'une personne demande, tu es médecin? Non, je confirme, tu n'es pas médecin. Tu travaillais plutôt dans quel... Moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 17 ans, j'avais fait une fugue auparavant, j'avais marché jusqu'en Allemagne, mes parents étaient désespérés, je leur avais pas donné de nouvelles pendant 4 mois, et au retour, ils
Ils se sont dit, bon, il a vraiment envie de voyager, on va essayer de le canaliser un peu. Et j'ai fait la connaissance d'une association humanitaire à Meudon. Et le gars qui était, à l'époque j'étais très naïf, le gars qui était un directeur commercial de Matra, c'est-à-dire qui vendait des missiles, présidait Hôpital Sans Frontières. J'étais reçu rue de Presbourg face à l'Étoile. Il parlait avec New York. Et il m'a dit ah, vous voulez partir en Thaïlande? Lundi, une voiture passe vous chercher. Vous faites connaissance avec le matériel. Vous le préparez. Dans 15 jours, vous serez là où vous voulez être, à la frontière khméro-thaïlandaise. Voilà. Donc, je préparais le matériel. Je faisais en sorte que les listes des infirmiers, des infirmières, des médecins correspondent à ce qu'on emportait vraiment. Voilà, et je mettais ça en carton. C'est moi qui savais où étaient les choses, en quelque sorte. Sur place, j'étais pas très utile, malheureusement, parce que je suis pas du tout technique. Je suis pas très manuel. Et très souvent, sur place, j'ai ensuite fait d'autres tâches. Par exemple, à Sakeo, Camp Sakeo, j'ai aidé un dentiste. Et c'était terrible. Voilà, et donc j'ai fait d'autres choses. Mais c'est moi quand même qui savais ce qu'il y avait dans les containers et qui était capable de dire, bah, vous cherchez ça, voilà, c'est telle chose qu'on a emportée et vous l'avez là. J'avais 17 ans, hein, j'étais quand même jeune. Bien sûr. Sur l'Alaska, bon, d'abord, compte tenu de tes deux expériences, est-ce que tu as envie d'y rester, de rester en Alaska, vivre? Lors de ton périple, est-ce que tu as songé quand même à abandonner? Et puis, donc, une question liée, pour toi, quelles sont les différences entre ces voyages dans le Grand Nord et les autres? Alors, moi, en fait, si j'ai écrit, notamment sur l'Alaska, c'est pour exorciser la nostalgie que j'avais de cette région où je ne suis pas resté. Dans Les Pas de l'ours, je raconte comment je suis tombé amoureux d'une femme indienne dans un village du Yukon. Et bien, au sortir de l'hiver, nous sommes partis à skier ensemble quelques jours et ensuite je l'ai laissé. Mon rêve, c'était de m'établir là-bas, de construire une cabane, etc. Et je suis revenu en France. Et l'écriture m'a permis d'exorciser toute cette nostalgie. Voilà. En fait, il est très très difficile de vivre dans une telle région lorsqu'on n'est pas autochtone, lorsqu'on n'est pas indien ou esquimau, lorsqu'en plus on n'est pas très bricoleur, qu'on n'est pas très manuel, voilà. Et je pense que je serais très vite devenu un ours, mais un véritable ours dans sa tanière en rondin. Voilà. Donc c'est ce qui fait que je ne suis pas resté et que je suis finalement jamais resté dans les pays que j'ai visités. J'ai séjourné dans des pays, mais je n'ai pas fait le choix d'y vivre. Et ça, c'est dommage, ça aurait été une expérience aussi très intéressante. Alors, il y avait une autre question et je l'ai oubliée. Est-ce que tu as pensé à abandonner et en termes de voyage, le Grand Nord par rapport à d'autres régions, c'est quoi les grandes spécificités? Alors, il y a qu'un seul voyage que j'ai abandonné en jugeant qu'il devenait complètement incohérent. C'était lorsque j'ai entrepris de retracer toute la piste Ho Chi Minh à pied en 92, en partant du Vietnam et en voulant passer au Cambodge, au Laos, puis au Nord-Vietnam. Parce que là, je passais trop de temps avec les militaires, avec la police. Et j'ai jugé que ça c'était plus un voyage, ça n'avait plus d'intérêt. Donc là, je suis rentré, je l'ai vraiment abandonné. Bon, il y a un autre voyage que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la mort de Julie, évidemment, dans le Haut-Altaï russe. Donc ça a été une épreuve terrifiante, d'autant que j'ai dû rapatrier son corps, d'autant que je n'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé parce que nous avions été séparés quelques heures, et dans ces quelques heures, le drame a surgi. Et bon, là, bien sûr, c'est un événement terrible, inoubliable, et auquel je songe tous les jours encore. Mais je n'ai jamais abandonné un voyage, voilà, jamais. Non, parce que je mets tellement d'énergie déjà à y penser, et le désir est tellement fort en moi que finalement, rien ne peut me faire stopper. Parfois, j'ai eu des problèmes de genoux, un genou extrêmement enflé en Alaska. Parfois, j'ai même eu tout un hiver, j'ai eu une rage dentaire. Passer tout un hiver avec une rage dentaire parce qu'il n'y a pas de dentiste dans le village où vous êtes, c'est quand même pas facile. Mais voilà, ça ne m'a pas fait abandonner. J'ai gelé un bout d'orteil sur le détroit de Bering, ça ne m'a pas fait abandonner. C'est juste qu'il a fallu guérir le pied et ça a pris des mois et des mois. Et les environnements polaires par rapport aux autres environnements que tu as connus, puisque tu as connu... Bien sûr. Alors, il faut distinguer deux choses, en fait. Il faut distinguer le voyage à pied ou par d'autres moyens qu'on fait, dans lequel il y a des routes et des pistes. Et donc, où qu'on soit, au Kamtchatka, il y a une seule route. Si on est sur la route, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de traverser le Kamtchatka hors route et hors piste. Donc, c'est ça ce qu'il faut distinguer. La question polaire ou pas polaire, enfin arctique, boréal ou pas arctique, pas boréal, elle n'est pas si importante. Par exemple, j'ai traversé en 1988 le Yémen du Nord à l'époque à pied, de la frontière saoudienne jusqu'à Taïz, qui était la frontière sud du Yémen du Nord. J'étais en route hors piste, je n'avais pas de carte, je suis passé entre la route des hauts plateaux et la route de la côte. Bon ben voilà, c'était un voyage très fort puisque j'improvisais mon chemin et je suis passé notamment dans une zone de conflit entre deux tribus, c'est-à-dire en zone où ils se tiraient littéralement dessus. Ils ne m'ont pas tiré dessus parce que j'étais étranger, mais à n'importe quel moment, on aurait pu, dans une tente bédouine ou autre, me tuer, prendre mon bagage, j'en avais très très peu.
Et personne n'en aurait jamais rien su. Donc ça, c'est parce que j'étais hors route, hors piste, les conditions changent. Alors maintenant, évidemment, le hors route, hors piste est plus présent, plus courant dans le Grand Nord, dans les régions de Sibérie, dans les régions d'Alaska. Mais voilà, c'est la distinction que je ferai. Il y a une route, vous êtes sur une route, vous savez que vous allez arriver quelque part. Vous êtes hors route, hors piste, c'est vous qui, à la boussole, tracez votre itinéraire, affrontez la végétation, essayez de comprendre les cheminements, les traversées de rivières, essayez d'utiliser les pistes d'ours, de loups, de caribous. Voilà, ça change tout, ça change tout. Et en termes d'effort aussi, évidemment. Bien sûr. En termes de livres, justement, quels sont les grands voyageurs qui t'ont le plus inspiré? Et puis on parlait d'Ella Maillard, par exemple, bon, entre autres. Est-ce que tu as en tête, oui, j'imagine, ceux qui t'ont amené dans cet itinéraire du voyage et peut-être même de l'édition ensuite? Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant. Ce qui m'a d'abord inspiré lorsque j'avais peut-être 13 ans, c'est la mythologie. C'est les contes et légendes et c'est la mythologie. C'est-à-dire que les situations exceptionnelles qu'éprouvaient les héros mythologiques m'inspiraient énormément, les noms de la mythologie. Et puis, après, il y a la mythologie plus contemporaine. C'est en fait tous ces héros contemporains, par exemple du 19e ou du 20e, Nansen, Fridtjof Nansen par exemple, qui ont affronté les éléments, qui se sont confrontés à un imaginaire géographique et qui parfois n'en sont pas revenus. C'est une forme de mythologie, mais disons plus proche de nous. C'est ça ce qui m'a inspiré d'abord. Mais évidemment, avec les figures contemporaines, très vite, la géographie a été davantage présente. Parce que dans la mythologie hindoue, par exemple, la géographie et le mont Mérou, c'est imaginaire. Tandis que lorsque Fridtjof Nansen parle de l'océan glacial arctique ou de la mer de Lincoln, eh bien, voilà, c'est concret. Donc la géographie s'est imposée très vite. J'ai évidemment lu pas mal de livres de voyageurs, et au début, j'ai lu ce qu'on lisait à l'époque, Nicolas Vanier, là, dans le Grand Nord, c'est-à-dire le docteur Maniguet qui écrivait sur les requins. Voilà, c'était des trucs sensationnels, comme aujourd'hui, les gens lisent Mike Horn, qui pour moi présente peu d'intérêt. Voilà. Et puis, il y avait l'ethnographie. Voilà. Triste tropique, j'en ai parlé, mais d'autres personnes, Condominas, qui avait écrit sur l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, etc. Donc l'ethnographie m'intéressait beaucoup. Et finalement, c'est plus la mythologie, certains grands voyageurs, mais vraiment très grands voyageurs, et puis l'ethnographie, je crois, qui m'ont inspiré, plus que vraiment les récits de voyage. J'ai bien sûr lu Ella Maillard, j'ai bien sûr lu Bouvier et tous les grands voyageurs, mais je crois que c'est plus l'ethnographie qui m'intéressait, l'histoire des religions et la mythologie. Alors on va parler de ton projet, hein, Notre-Dame de Bonne-Combe, où on a pas mal de questions également. Alors déjà deux questions sur l'origine. Bon, pourquoi l'Aveyron Bonne-Combe? Comment t'es tombé là-dessus? Et puis moi j'avais une question sur comment tu analyses finalement ton itinéraire des voyages à l'édition et puis finalement à cette abbaye, cet endroit absolument incroyable où toi et Christine dédiez là toute votre énergie. Donc pourquoi l'Aveyron, pourquoi Bonne-Combe, et deux, comment est-ce que tu expliques en fait ce parcours là qui semble être une évidence quelque part, mais encore faut-il. Alors en 2011, comme je l'ai dit dans l'Altaï, j'ai perdu Julie Bock, donc avec qui je vivais depuis 12 ans. Et 3 ans plus tard, je me suis marié avec Christine, qui était une de nos amies, qui était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, que j'admirais beaucoup, mais je ne lui avais jamais dit. Et Christine a un parcours plutôt social. Elle a travaillé, elle est du Quai d'Orsay, mais elle a travaillé beaucoup sur les questions sociales, l'illettrisme, l'exclusion. Nous avons vécu 4 ans à Bondy, près de la cité du nord de Bondy. Voilà. Et donc, elle est préoccupée par les questions sociales, sociétales, les questions, le transhumanisme, l'eugénisme, la bioéthique, toutes ces grandes questions contemporaines. Moi, évidemment, vous l'avez compris, je m'intéresse plus à la nature, à l'environnement, à la préservation, etc. Et nous sommes dit, en fait, aujourd'hui, la vie devient dure pour nous, parce que finalement, on voit qu'on va dans un mur, mais on est incapable d'analyser exactement les choses et de poser des gestes justes. En fait, les gestes que nous posons dans la vie courante, nous ne sommes jamais sûrs qu'ils soient entièrement justes. Parce qu'au bout de 3 ans, on apprend que telle chose qu'on faisait, qu'on pensait bonne, est mauvaise. Telle chose qu'on mangeait, qu'on pensait bonne, est cancérigène. Telle chose qu'on croyait une panacée, eh bien, ça devient mauvais. Un exemple, j'ai une amie à Lyon, justement, qui pendant 12 ans a aplati ses bouteilles de plastique d'1 litre. D'abord, elle n'aurait pas dû consommer de l'eau minérale, mais elle les a aplaties consciencieusement en se disant, comme ça prend moins de place dans les poubelles, etc. Et un jour, elle rencontre quelqu'un de Lyon qui traite les déchets. Il lui dit, mais il ne faut pas les aplatir parce que les appareils ne les détectent plus dans ce cas-là. Et elle passe les bouteilles que vous avez aplaties pendant 12 ans, eh bien, elles passent dans les déchets de tout venant. Voilà, c'est de la folie, quoi. C'est décourageant. Elle a fourni cet effort intense pour une mère de famille qui a 5 ou 6 enfants,
Et elle est découragée parce qu'elle apprend que ça servait à rien. Et non seulement ça servait à rien, mais c'est contre-productif. Et moi, ce que je veux, et ce que Christine et moi voulons, c'est établir un lieu où on réfléchit sur toutes ces questions de façon à être plus sûr des gestes que nous posons, de façon à ce que jamais on puisse venir vers nous en disant « mais t'es un vrai con, t'as fait ça pendant des années, et t'as contribué toi aussi sans le savoir à détruire la planète ». Et pour ça, il faut se renseigner, il faut approfondir, il faut avoir des experts qui viennent vous parler, il faut confronter tout ça, et c'est ce que nous voulons faire. Et alors comment l'Aveyron est venu? Au début, on a cherché dans la Drôme, tout simplement parce que je connais bien le Vercors, j'adore le Vercors, et on n'avait pas beaucoup de moyens, et je me suis dit, il suffit de trouver quelque chose au pied du Vercors, et puis on aura un très grand jardin. Il faudra monter 1000 mètres, mais au moins le jardin sera immense, la plus grande réserve naturelle d'Europe. Et puis on a cherché pendant 2 ans dans le Diois, la région de Die, et on n'a rien trouvé qui convenait, ou alors c'était moche, des colonies de vacances à reprendre, des tas de trucs qui n'allaient pas. Alors on a étendu la recherche entre le Gers et la Drôme. On a écrit à des préfets, des sous-préfets, à des communautés religieuses, et puis on a écrit à l'évêque de l'Aveyron, Monseigneur Fonlu, et il n'a pas répondu. Puis ma sœur était en contact avec 2 petites sœurs religieuses en Aveyron qui élèvent des chèvres, et qui ont reparlé de nous à l'évêque, qui du coup nous a reçus à Paris, et très vite nous a proposé de ce lieu en nous disant il faut étudier, voir si ça pourrait vous convenir. Et donc ça fait 2 ans qu'on fait cette étude, parce que c'est quand même un enjeu financier très important. Et c'est complexe, c'est très complexe de reprendre ce lieu, et nous espérons bien réussir cette année donc à signer le bail pour en disposer pendant 35 ans, donc au-delà de nos vies respectives. Alors tu me donnes la transition pour une dernière question qui est justement comment vous faites en termes de financement pour la rénovation de l'abbaye, pour ce projet globalement, et comment évidemment on peut vous aider, enfin même si tu l'as exprimé en fin d'entretien en termes de volontariat l'été, mais au-delà de ça même. Alors déjà, c'est une abbaye dans laquelle il y aura le centre de formation, mais il y aura d'autres activités. Donc aujourd'hui, nous analysons un peu ces activités, nous voyons comment elles peuvent concourir à la survie économique de l'ensemble, qui est la rénovation intérieure du bien. Le bien, c'est pas une ruine. Il y a des charpentes, il y a des toits, il y a des murs, tout tient, mais il faut absolument tout refaire à l'intérieur. Et puis il n'y a pas, par exemple, d'assainissement des eaux, il faut assainir les eaux, etc. Bon, c'est complexe. Et pour ça, nous voulons trouver un partenaire aveyronnais, une société avéronnaise d'envergure, voilà, qui soit partenaire du projet, et nous voulons trouver une société nationale. Le partenaire aveyronnais sera d'envergure, il sera national, voire international, mais aussi une société, disons, parisienne, qui nous soutienne. Et après, Christine, pendant 7 ans et demi, a cherché des financements pour le Rocher, des financements publics, donc elle est très forte dans ça. Donc après, c'est intéresser les institutions publiques, départements, régions, États et Europe, à nous soutenir. Et c'est un gros travail, mais nous comptons y arriver. Alors en théorie, il n'y a pas de disponible en Aveyron la somme dont nous avons besoin pour faire face à toute la rénovation. Mais après, si nous faisons une ouverture au public, nous pouvons chercher un financement. Si nous créons un sentier botanique, un autre. Si nous prenons soin des sources, des captages, etc., peut-être un autre, etc. Donc c'est en allant frapper au bon endroit que pour tel projet spécifique, nous pouvons espérer un autofinancement. Et voilà, les sources faisant petit à petit de grandes rivières, eh bien, nous espérons parvenir à ça. Ok, Aymeric, bon, merci mille fois d'avoir pris le temps d'être avec nous. Bon, toujours autant passionnant de t'écouter dans cet itinéraire qui t'a mené de l'Alaska à l'Aveyron. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin ou pour l'avenir? Mais je crois que tu l'as donné tout à l'heure. Mais si tu as un mot à donner, je te laisse la parole. Bon, le mot, c'est vraiment la notion de désirer les voyages qu'on fait, approfondir les voyages qu'on fait, essayer de nuire le moins possible et voire de contribuer à l'embellissement de la planète, à l'enrichissement de la planète. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Et je pense qu'on est tous capables de trouver des solutions pour voyager de plus en plus intelligemment et de plus en plus richement, avec des échanges partagés, etc. Et c'est ce que je souhaite. Et moi, c'est ce que je vis maintenant en Aveyron, au sens où j'approfondis le département de l'Aveyron que je méconnaissais totalement. Et c'est passionnant aussi, c'est un autre voyage, un voyage de proximité, mais qui est un véritable voyage. Voilà. En Aveyron, on rencontre quand même des gens qui parlent, l'occitan tous les jours entre eux, et on a même parfois du mal à comprendre leur accent lorsqu'ils parlent français. Voilà, ça c'est un voyage. Merci. À bientôt, merci. Merci de nous inspirer. J'en profite pour remercier Damien et Rachel d'ailleurs qui ont été à l'origine de cet entretien. Thibaut à la technique qui tremble chaque fois parce que la plateforme est fragile. Et puis Clémentine à la com. Merci encore Aymeric et merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.